faut croire en soi. Ça, c'est une base. Tu sais, là, je suis dans une aventure de chanteur qui ramène les années 50. Encore une fois, je vais chercher ça dans quelque chose qui est très profond en moi. Parce que mon père, mon enfance, mon père écoutait la musique d'Harry James, de Frank Sinatra et compagnie, et ça m'a bercé. Et il y a quelque part, quelque chose en moi, ça allume des étincelles. C'est-à-dire que je pense que je suis pas mal à l'écoute de ce qui me fait vibrer. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'École du succès. Cette semaine, on reçoit un homme qui carbure à la passion. Du moins, la dernière fois que je l'ai rencontré, ça a transpiré à travers le Kodak. Alain Dumas, comment ça va, mon ami? Ça va bien, Martin. Good. Content de te revoir encore. On s'était vu il y a 4-5 ans à peu près pour une entrevue. Exact. Et j'avais adoré l'entrevue. Donc là, je ne veux pas te mettre de pression. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais il était bon la dernière fois. Ben, en fait, la base, c'est qu'on avait eu beaucoup de plaisir ensemble. Et quand on m'a approché et me disant que c'était toi, je réitère, je répète ce que je disais quand je suis arrivé tantôt ici, c'était un charme aussi. Alors, j'ai accepté parce que tu étais là. T'es vraiment gentil. Merci beaucoup. Alain, écoute, j'ai l'impression, je lisais ce que tu as fait dernièrement, parce que t'es un gars qui a eu bien des projets. Tu as fait de la télé pendant 10 ans. Pour les gens qui sont en Europe, qui ne nous voient pas, tu as été une figure publique pendant des années, donc une émission, comment ça s'appelait? Donc, ça s'appelait Flash. Flash, ouais, exactement. Une émission de télé sur tout ce qui se passe, enfin, qui était inspirée d'Entertainment Tonight. Et si les gens sont en Europe, en France, ça a été un peu acheté dans plein de pays. Et pour dire à quel point on était rendu populaire, et j'en fais une farce, on avait fait La manette du peuple, qui était... Non, vous étiez dans le téléviseur, oui. Des Québécois, Québécoises, c'était une quotidienne. Ouais. Tu as fait des spectacles d'humour, tu as fait rire les Québécois pendant des années, tu le fais encore. Tu as écrit un livre, tu as été conférencier. J'ai l'impression que tu as eu plusieurs carrières et je voudrais t'amener aujourd'hui dans la réinvention. J'ai l'impression que tu t'es réinventé à plusieurs reprises dans ta carrière, tout en demeurant dans le divertissement, dans l'entertainment. J'ai l'impression que tu n'as jamais eu peur d'essayer des nouvelles choses. Oui, c'est un bon point que tu dis là, parce que c'est drôle, je repense souvent, puis moi je dis souvent, puis quand je faisais des conférences, je parle souvent de l'enfant, parce que je suis encore très près des enfants, parce que s'il y a une chose que je fais depuis le plus d'années, c'est je suis impliqué avec Opération Enfant Soleil, c'est ma 27e année là-dedans. Il y a une grosse levée de fonds ici au Québec pour les enfants malades, donc... Alors, disons que moi, je parle souvent de quels sont les rêves qui nous allument, puis qui nous allumaient quand on était jeune. Moi, j'ai toujours été un passionné des histoires à la Back to the Future. Parce que quand j'étais tout jeune, je souhaitais quelque part qu'on puisse vivre une autre vie, qu'on puisse essayer d'autres choses. Quand ça faisait longtemps que j'étais avec des chums, à un moment donné, je faisais comme, j'ai envie de connaître d'autres mondes. Des fois, ça fâchait mes chums, parce que ben moi, j'avais le goût. Et, puis pour faire une histoire assez courte, quand je me suis retrouvé après 10 ans à Flash, à la télé, j'ai fait comme... Puis écoute, j'avais des conditions extraordinaires. J'ai fait, non, je suis tanné. J'avais l'impression là, que je me voyais sur un panneau le long des routes, encore, avec les cheveux gris, puis avec ma co-animatrice que j'adorais et que j'adore. Mais je me disais, il me semble que c'est pas ça que j'ai envie, moi. J'ai le goût de me réinventer. Alors, c'est pour ça que je trouve ça à point ce que tu dis par rapport à ce que j'ai envie. Tu sais, ouais. Alain, on a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont porteurs de projets qui est très embryonnaire, où ils ont un rêve. J'aimerais que tu nous expliques un peu en arrière-scène, il y a quelques décennies, on va dire. Oui. Comment tu es passé de pur inconnu, tu finissais tes études à peine, à devenir ce qu'on pourrait appeler véritable rockstar de la radio, un des shows de radio qui étaient les plus écoutés au Québec. Oui, et au Canada même, parce qu'en termes de prorata, c'est un record. Là. Je veux dire, on était écoutés par la quantité de monde dans une masse. C'était nous autres qui avions les records, même au Canada. Donc, c'est quoi l'histoire derrière l'histoire? Comment tu es arrivé à... OK. Ça, c'est une belle histoire. Au départ, moi, je suis à l'Université Laval, donc à Québec. C'est là où il y avait cette émission-là qui s'appelait Le Zoo. OK? Alors, moi, je suis à l'Université Laval et je suis, non pas connu, c'est vrai, mais je fais partie d'une ligue d'impro. Alors, l'improvisation était à ses premiers balbutiements. On est en 86 et en 83, le premier match d'impro présenté à Radio-Québec, qui aujourd'hui Télé-Québec, qui avait été présenté à la télévision, avait créé un émoi, OK? Puis
Puis partout, les gens en France, partout dans le monde, savent, parce que des ligues d'impro, il y en a eu. Mais à l'origine, on est en 83 et c'est la première fois. En 84, l'Université Laval, les étudiants décident de... Moi, j'embarque là-dedans à partir de 84 aussi. J'embarque dans cette ligue d'improvisation et je me lie d'amitié avec un gars qui s'appelle Michel Morin. Et on est ensemble. Puis là, on a des rêves, on est fous. Puis à ce moment-là, au Québec, il y a une effervescence de création en humour. OK? Là, je compte le profil pour un peu décrire comment ça se passe. Donc, on est ensemble et on se dit qu'on a envie, on est tous les deux, puis il me dit « Ah, moi, j'aimerais ça faire des capsules d'humour. » Ah ben j'ai dit « Moi, c'est mon rêve de faire de la radio et je veux faire de l'humour. » Et là, on est ensemble, on n'est pas connus, mais on est quand même pas mal connus à l'université. Et il y a des concours amateurs qui se font. Alors, on va dans des concours amateurs, puis on essaie de tenter notre chance. Et parallèlement à ça, il y a une émission de radio qui commence au FM 93 à Québec et qui en est à ses premiers balbutiements qui s'appelle Le Zoo. Moi, je n'écoute même pas cette émission-là. J'en ai aucune idée qu'elle existe parce que ça commence. Je suis à l'université et moi, je fais rire à l'impro et je fais rire dans les cours à l'université parce que j'adore faire rire tout le temps. Puis à un moment donné, donc, mon chum d'université, on essaie de se présenter dans des concours amateurs, puis on réussit moyen, puis tout ça. Puis même qu'on a commencé à bâtir des capsules d'humour. Je me rappelle de mon chum Michel, qui avait une grosse mallette carrée, je trouvais qu'il avait l'air quétaine. Et on se présentait dans les stations de radio pour présenter nos capsules. Et je me rappelle, on attendait des heures. Puis le directeur disait non, ou on présentait nos affaires, ça ne marchait pas. Ça, je te compte ça, là, parallèlement. Je fais mes études, je suis avec Michel et on se promène. Je suis en journalisme à l'Université Laval et un jour, arrive un chargé de cours pour venir donner un cours avec un Laurent Laplante, qui est un super connu en communication au Québec. Et donc, il l'invite. Alors aujourd'hui, je vous présente Pierre-Albert Tremblay, qui vient de commencer dans les médias. Il était étudiant comme vous, ici sur les bancs d'école l'an dernier, et il arrive. Et là, il arrive en avant. Et on est 260 dans un pavillon à l'Université Laval. Et là, moi, je déconne. Et je déconne tout le long du cours. Je fais rire tout le monde dans le... Puis je te jure, là, c'est sans arrêt. Et quand le cours termine, je vois ce gars-là qui travaillait à Radio-Canada. Et là, je le vois, puis il fait comme... Il me rappelle de sa voix grave, Pierre-Albert Tremblay. Il fait comme... Est-ce que je veux te parler? Et là, dans ma tête, c'est comme... Oh non, il va me dire que j'ai pas arrêté de déconner, puis j'ai trop déconné. T'es drôle en hostie, toi. Il dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Et là, il me parle, il me dit, moi, il dit, je travaille à Radio-Canada, j'étais étudiant l'année passée comme vous autres. Là, je travaille à Radio-Canada, mais je m'en vais pour les Jeux de Vancouver. C'était en 86. Et je pourrais plus rester ici. Puis moi, j'ai un autre job que je dis pas. Je fais des personnages, une émission qu'on vient de commencer qui s'appelle Le Zoo. Il dit, c'est toi qu'il faut qu'il me remplace. Ah. Parallèlement à ça, moi, j'envoie des démos comme... Moi, j'envoie des démos comme journaliste sportif, parce que moi, j'aime le sport, et je finis en télé. Fait que moi, je vais faire de la télé. Mon chum, Michel, qui lui continue de faire des demandes, il me dit, Alain, il dit, le Zoo, il cherche quelqu'un. Mais il dit, ils veulent rien savoir. Je dis, wow, Michel, j'ai rencontré le gars qui était chargé de cours aujourd'hui. Bien, il dit, à deux, on va essayer. Je dis, je vais y aller pour t'aider. Mais je dis, moi, je vais vraiment m'en aller en télé. Et là, je m'en vais avec lui. On rencontre un gars qui s'appelle Gilles Parent, qui avait de la misère parce que là, il fatiguait, parce qu'il se disait, Pierre-Albert Tremblay s'en va. Et là, on arrive tous les deux, Michel et moi, mais avec tout notre stock. Et le gars tombe en amour avec ce qu'on fait. Puis là, moi, je disais à Michel, regarde, je t'ai ouvert la porte, tu vas. Et là, moi, je commence à passer des entrevues pour la télé. Et là, je me retrouve à TQS qui vient d'ouvrir en 86 à Montréal. Et j'avais envoyé des démos d'humour. Écoute, en faire du sport, là, tu sais, quand tu dis « tu suis ta lumière », moi, c'était des conneries incroyables. Et les deux messieurs en cravate et veston dans le hall font comme « on t'engage ». Et on te donne, et à l'époque, là, ça te donne 20 000 par année. Écoute, c'était extraordinaire, 20 000. Et à la radio, si j'y allais, on nous offrait 15 000 par année. Je me rappelle passer par Sorel, en m'en aller à Québec pour l'université, puis dire à mon père, « Hey, paye, moi. » Mon père me dit, « Hey, tu devrais t'en aller à la télé, il t'offre 20 000, puis tout ça. » Moi, je fais tout le chemin, j'arrive à Québec, puis je fais comme, qu'est-ce qui est le plus rare? De la télé, je pourrais en faire, mais de l'humour, il n'y en avait pas, c'était nouveau. J'ai fait comme, non, je choisis le 15 000 et je m'en vais dans la rareté, je m'en vais dans quelque chose de nouveau. J'ai appelé mon chum, j'ai dit, Michel, j'ai décidé de ne pas m'en aller en télé, on va faire équipe ensemble. Et c'est comme ça qu'est née notre espèce d'étincelle à la radio.
Et là, ça a été un méga succès. C'est-à-dire que, partant de à peu près pas connus, hein, sinon à l'université, on est devenus des méga stars parce que ce qu'on faisait à la radio, encore là, c'est pas la question de se lancer des fleurs, il y a aussi le fait que le contexte aide. Ça sera toujours, tu sais, que tu penses aux Beatles, à n'importe qui, si le contexte aide pas, ça aide pas. Ah, c'était la folie, c'était partout. C'était une folie. Et aujourd'hui, là, on est en 2018, je me fais encore parler de ça quotidiennement par des gens que je vois qui disent hey, « si je fais de la radio aujourd'hui ou j'ai fait de la radio, c'était grâce à vous, je vous écoutais. » C'était immense. On était dépassés par le succès. C'était complètement fou ce qu'on a fait. On était des passionnés. On travaillait 7 jours sur 7, tous les jours. On travaillait à tous les jours, mais on créait quelque chose d'immense. C'était toujours un rendez-vous où les gens étaient certains d'avoir le sourire. Les gens ne sortaient pas de leur voiture parce qu'ils disaient « je vais attendre la fin du sketch », parce qu'on faisait toujours de l'humour. Ouais. Et encore dans cette histoire-là, il y a la notion de suivre ses lumières, écouter ses lumières. Souvent, combien de fois qu'on entend « vas-y pour les conditions, vas-y pour la sécurité d'emploi », mais en même temps, peut-être faire une petite randonnée en auto, dire « hey, réellement, c'est quoi? » Oui. À place d'instantanément répondre. Ouais, parce que si tu la prends, ta job, mettons qu'elle est plus payante, tu vas être bien? Tu sais, hey, moi, j'arrête pas, je dis ça à mes enfants, là, puis non, go for it. Je veux dire, ma fille, elle me dit l'autre jour, hey, j'ai une offre, papa, il m'offre incroyable. Tu le files-tu? Non. Oublie ça, ça te donne rien, tu sais. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit constamment chez les gens qui construisent leur définition du succès, pas le succès emprunté. Exact. C'est des gens qui ont pris leur risque. C'est des gens qui carburent à la passion constamment. Oui. On bâtit notre marque de commerce. Puis une marque de commerce, c'est mon commerce. Mon commerce, c'est ma personne. C'est moi qui me vends. J'ai pas le choix. C'est comme là, dernièrement, il y a un gars qui me dit ah, on aimerait ça, on veut t'engager pour faire des capsules sur le sport, parce que j'aime le sport. Et là, j'ai ça là, sur la table. Est-ce que je vais faire comme les autres? Non. Je vais faire ce que je suis. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il faut que ce soit ce que moi je suis. Je vais leur donner ce que je suis. Ça a étonné les gens le jour où je suis arrivé comme crooner. Mais Martin, je regarde des images et j'y crois. Je veux dire, j'ai même pas de doute, c'est ça. Parce que j'étais... Oh, puis ça, c'est fort. J'étais autant un crooner que j'étais Jean Guilloud ou que j'étais l'animateur de Flash. Ça fait longtemps. Ça a toujours été là. C'est tout le temps là. C'est juste que les gens ne savaient pas. C'est tout. J'ai pas créé ça après. Non. J'aurais pu dire, je vais créer ça à part, puis c'est inventé. Les gens l'auraient vu. Pourquoi ça marche? Ben parce que ça part de qui je suis. T'sais. Mais ça vient avec, je ne sais pas pour toi, mais ça vient avec une certaine peur. Ça vient avec une certaine incertitude, insécurité. Si on dit les gens, on a des leaders, des entrepreneurs, des agents de changement qui nous écoutent, qui ont envie peut-être de retourner à ce rêve d'enfant-là. Comment est-ce que toi, est-ce qu'il y a un pont entre le rationnel et la passion? Comment est-ce que toi, tu as exécuté, par exemple, tes réinventions? Je les pars. Puis ma théorie, c'est, je dirais presque, il faut croire en soi. Ça, c'est une base. Tu sais, là, je suis dans une aventure de chanteur qui ramène les années 50. Encore une fois, je vais chercher ça dans quelque chose qui est très profond en moi. Parce que mon père, mon enfance, mon père écoutait la musique d'Harry James, de Frank Sinatra et compagnie, et ça m'a bercé. Et il y a quelque part, quelque chose en moi, ça allume des étincelles. C'est-à-dire que je pense que je suis pas mal à l'écoute de ce qui me fait vibrer. Puis, je creuse assez pour m'assurer que ça soit solide, c'est ancré en moi, j'ai le goût de le faire. Maintenant, la peur, oui, ça peut faire partie des choses qui font qu'à un moment donné, on a peur, on veut essayer. C'est sûr que la création, il y aura toujours une partie de gambling. Tu sais, t'essaies. Mais mon feeling, c'est vaut mieux essayer que de ne pas essayer. Est-ce que tu as toujours cru en toi ou c'est quelque chose que tu as construit au fil des ans? J'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru que j'avais le potentiel de faire ce que je fais là. Non, j'ai jamais vraiment douté. J'ai eu des moments où, à la télévision, des fois, il y a eu des choses que j'ai faites puis qui ont été critiquées puis tout, mais pas assez pour ne pas avoir confiance en moi. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir une vie parfaite. Écoute,
Ça fait depuis 2015 que je suis à temps plein sur la vie de Sinatra. Parce que je suis à un deuxième spectacle qui s'appelle De Sinatra à Michael Bublé. Et Sinatra, à un moment donné, dit, parce que ça a été un homme qui a été, écoute, il représente en lui-même le rêve américain. Hein, si tu veux parler de réussite, là. Ouais. Et lui, à un moment donné, il dit, il y a eu des années tellement difficiles, parce que c'est normal. Il dit, à un moment donné, j'étais comme un homme seul qui est assis à côté d'un téléphone qui ne sonne plus. Tu sais? Et quand tu entends ça de quelqu'un pour qui tu n'as que l'image de quelqu'un qui a une réussite, enfin que tout a été une réussite, tu te dis, non, c'est normal de tomber. Alors, à partir du moment où tu te dis que c'est normal de tomber et que la force vient de ta capacité à te relever, si tu le sais, c'est déjà moins inquiétant. Est-ce que toi, tu as eu des... Les gens au Québec qui te connaissent très, très bien pourraient dire, oui, mais Alain, c'est facile, toi, tu as toujours eu du succès. Est-ce que toi-même, tu as eu des moments où c'est que tu te dis, les gens m'ont oublié ou là, je viens de me prendre une cuite bien comme il faut? Bah, écoute, là, actuellement, c'est des projets qui ont moins bien fonctionné? Ouais. Il y en a eu des projets qui ont moins bien fonctionné, mais moi, présentement, je me considère moins dans l'œil de la caméra. Tu sais, je l'ai été avant de faire de la télé pendant 10 ans au quotidien, à tous les jours. J'avais fait 10 ans de radio au quotidien, tu vois. Alors, j'avais fait beaucoup. Puis, à un moment donné, mais, je veux dire, je suis moins là. Est-ce que je réussis moins? Non, parce que je pense qu'en vieillissant, on disait des amis dans la cinquantaine, comme moi dernièrement, on dit « Ah, on sait ce qu'on veut ». Évidemment, je reviens toujours, moi, avec plutôt l'expression « on sait davantage ce que l'on ne veut plus tu sais. Et ça, c'est quelque chose qui fait que c'est normal que j'en sois rendu à être un peu moins présent, puis tu regardes un peu les choses aller, mais je fais ce que j'aime. Si c'est ça le point, oui, je fais ce que j'aime. Moi, je rêvais de ramener les années 50. Et comment ce projet-là est arrivé sur ta table de créativité? Ça, c'est quelque chose qu'on t'a proposé parce que... Ça, c'est très bon. Tu te dis, OK, c'est le 100e de Sinatra, il faut qu'on lui redonne vie, les gens vont triper et prendre vraiment leur kiff à venir à un spectacle de Sinatra interprété par Alain Dumont. Regarde, on part de loin, là, parce que moi, j'étais même pas chanteur, j'avais jamais chanté plus qu'une chanson, je chantais beaucoup en humour, j'ai fait beaucoup de parodies d'humour. Mais en parodie, justement, exact. Donc on n'est pas là pour juger ta voix. Non, en chanson plus sérieuse, j'ai fait quelques fois au Téléthon des chansons, et je l'avais fait peut-être pendant, je sais pas moi, 5, 6, 7 ans, hein. Mais moi, je savais que j'avais cette capacité-là. Moi, je sais que j'ai ce talent-là. Mais évidemment, j'attendais le bon moment pour le mettre en évidence. Comment ça s'est présenté? Et c'est encore plus étonnant que ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est même pas moi qui est à l'origine de ça. OK. Non. Sauf que j'ai joué un rôle. Je vais t'expliquer. Si tu ne dis pas ce que tu veux, OK? Je veux dire, moi, c'est drôle parce que quand j'étais petit, mettons, j'étais jeune, on allait à danser, puis j'ai jamais osé demander à une fille pour danser. Puis je disais, tout d'un coup, qu'elle dit non. Hey, ça va bien en Christie. On part de loin. Hey, on part de loin, tu sais. mais j'ai toujours resté avec ça en me disant, ouais, mais si tu ne risques pas rien. Et j'ai fait la même chose pour mon rêve secret, qui était celui de donner vie à, je dis à la carrière de Sinatra. J'ai été embarqué dans Sinatra, mais c'était davantage donner vie au crooner des années 50. Il en est le plus important. Mais j'ai toujours gardé ça secret. Un jour, je travaille avec un ami pour préparer un spectacle d'humour, pianiste, et à qui je confie, mais de façon là, claire. Là, je me disais, j'approche de la cinquantaine, j'avais, je sais pas, 48, puis je me disais, il faut que je le dise à quelqu'un. Et là, lui, qui travaillait dans le domaine de la musique, j'ai dit, écoute, moi, je rêve à ça. Il me dit, ah, ça reste comme ça. Puis à un moment donné, il me propose un spectacle dans un petit club ordinaire. Il dit, tu vas faire de l'humour, mais il dit, tu vas chanter des tunes que tu veux, je vais t'accompagner. Et là, j'ai mis le paquet. Et à partir de ce moment-là, un soir, lui est en contact avec quelqu'un qui prépare, en 2014, un hommage à Sinatra. Et là, évidemment, Alain Dumas, il arrive loin. Mais j'ai un démo, un seul petit démo, que j'envoie, parce que lui, il me dit, mon chum fait ça. Et le gars me rappelle, et il me dit, je t'engage. J'ai fait, c'est surprise, surprise. À nouveau. Oui, vous avez quoi, un démo? Vous avez rien? Il dit, non. Il dit, t'as du swing. Il dit, j'aime ta voix. Il dit, ça marche. Et tout est parti de là, tout simplement. En l'ayant dit, c'est tout. Évidemment, il y a une conjoncture qui s'installe, mais si tu ne le dis pas, si tu ne demandes pas, il n'y a pas aucune fille qui va venir danser avec toi. Tu sais? Il y a le dire, et ce que j'aime aussi dans ton histoire, qui est peut-être, j'espère, résonne avec les gens si vous l'avez cerné, c'est les compétences dormantes.
Tu te dis, je savais que j'avais ça. Ah, ouais. Mais combien de personnes, des fois, savent qu'ils ont un truc, mais finalement, par peur du regard des autres, ça peut échouer, ils ne veulent pas prendre le risque, mais en même temps, ils ont ça à l'intérieur d'eux et s'empêchent justement peut-être de vibrer. Et moi, je trouve, quand que je pense à Alain Dumas, cette capacité-là de dire, est-ce que ça me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Et je vais vers qu'est-ce qui me fait vibrer constamment. J'ai l'impression que ta carrière a été construite sur la vibration, dire, je le sens, j'y vais. Puis... C'est clair. Parce que, tu sais, je veux dire, écoute, j'ai fait tellement d'affaires. C'est assez bizarre, tout ce que j'ai pu faire. Mais chaque chose, je l'ai fait avec passion. Tu vois, je suis déjà dans mon nouveau spectacle et je sais que si je veux évoluer, il y a ça aussi. Je veux évoluer à partir de qui je suis. Écoute, là, quand j'ai fait mon premier show, le gars qui produisait mon spectacle me disait « OK, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. » Ça se peut. Mais moi, la petite lumière que j'ai en dedans faisait que c'est pas exactement là que je m'en vais. Et là, c'est sûr que là, tu casses la ligne que, ben là, c'est facile, tu vas avoir 10 shows avec le monsieur qui te demande de faire ça. Non, non, non. Je m'en vais pas là, moi. Moi, je m'en vais à une place X. Je ne sais pas c'est où, mais je suis les petites lumières en lesquelles je crois, et je les suis. Parce que je crois en mes capacités. Ça vient comment pour toi? Plus une intuition? Les gens vont appeler ça une intuition, un sixième sens, ton gut feeling, qu'on dirait en anglais? Ouais. Et je pense que oui. Il y a une portion là-dedans qui est difficile à expliquer, mais j'y crois. Puis aussi, c'est drôle, hein, parce que ça m'est arrivé avant hier. Je suis dans le démo vidéo de capsule pour mon nouveau spectacle. Et mes 2 enfants sont assez vieux maintenant, puis... Ma fille, 28 ans. Je dis à Delphine, « Hey, viendrais-tu jeter un coup d'œil? Je suis en train de le bâtir. » Écoute, j'ai fait, « Wow, elle tient pas des voisins. » Elle s'est assise du haut de ses 28 ans. OK, ça, c'est trop long. J'ai fait, merci. Là, elle est partie, je n'ai même pas dit à elle. J'ai surtout dit à sa mère, j'ai dit, tabarnouche, elle a un œil, c'est l'enfer. Et elle m'a tellement aiguillé que là, j'arrive avec une version de démo qui est extraordinaire. Mais ma fille m'a amené ça. Ce que je veux dire par là, oui, on a une étoile, oui, on y croit, mais il faut savoir s'entourer. Il faut savoir demander à des gens qui nous aiment, c'est important, de nous dire réellement ce qu'ils pensent de quelque chose. C'est vraiment important. Ouais, pas juste des gens qui sont là pour dire oui ou dans la complaisance, mais qui sont capables de nous dire « t'es capable de meilleur, t'es capable de mieux ». Tu sais, il faut ça, parce que moi, je veux dire, j'ai confiance. La base, c'est part de quelqu'un qui a confiance en ce que tu fais. Confiance et qui croit comme toi à ta lumière intérieure. Si ça part de ça, t'es correct. Et ça, j'aime ça, parce qu'il y a tellement de gens, des fois, qui se lancent dans quelque chose, ils reçoivent un feedback ou un rétroactif non sollicité d'une personne qui ne croit pas en leur rêve, qui ne croit pas en leur projet. Donc, c'est sûr que ça va être négatif. Et souvent, les gens vont se laisser décourager alors qu'on est encore dans l'embryon. J'aime ce premier pilier-là. Oui. Quelqu'un qui croit. Oui, c'est ça. Il faut que la personne... Tu sais, comment je te dirais? Tu sais, c'est comme un critique, OK, qui va aller voir un film, un show, n'importe quoi. Il n'aime pas ce style-là. Comment peut-il critiquer? Moi, j'ai étudié en journalisme et la base qu'on nous apprend, c'est l'honnêteté. Je veux dire, on parle d'objectivité. Est-ce qu'on peut y arriver? Mais une chose pour laquelle on devrait être capable, c'est l'honnêteté. Je veux dire... Si tu es honnête puis transparent avec les gens avec qui tu t'adresses, si ma fille ne croyait pas à ça, à mon rêve, elle est venue voir mon show, mon premier, c'est pas en tout son univers, elle a fait comme... Et je te jure, moi, j'étais ému parce que mes enfants, j'ai travaillé longtemps pour y arriver, puis mes enfants faisaient comme « Wow! Écoute, même mon gars, papa, je pensais que tu chantais mal. » Tu sais, c'est toutes sortes d'affaires qui m'ont été dites, tu sais. Mais là... Ils ont vu, ils ont fait comme « Wow, il y a quelque chose ». Ils le voient, et ça, je trouve ça intéressant aussi sur le plan d'héritage, ils voient poursuivre ses rêves, croire. Puis c'est drôle parce que je me rappellerai toujours du jour où j'ai décidé d'abandonner Flash. On est sur le pont Jacques-Cartier, Montréal, et ma fille, qui est toute jeune à ce moment-là, là, je lui dis, parce que là, elle a son père qui est toujours vedette puis qu'on voit partout, je dis pas qu'elle en avait besoin, mais lorsque j'ai eu envie de lui dire... Je dis, Delphine, papa il va laisser tomber. Et là, tout de suite, quoi? Comment ça? C'était pour elle. Je faisais partie de... Mon père, il est là, il est bien, tout ça. C'était comme une partie de son identité aussi. Oui, puis c'était quelque chose qui la déstabilisait. Que le
public avec qui je vivais quotidiennement me dise sans arrêt. Puis ça, c'était toujours. Mais voyons, pourquoi tu lâches ça? Voyons, ça va, tu vis avec. Mais ton enfant te dit ça, sais-tu ce que ça fait? J'ai fait la petite maudite que j'adore. Je vais lui montrer qu'il faut aller vers nos rêves. Alors, le jour où j'ai réussi dans d'autres choses, j'ai fait d'autres émissions de télévision après où ça a bien été, puis tout ça, c'est ça que j'ai envie de démontrer. Allez vers ce qui vous allume. Je dis ça à mes enfants continuellement. J'ai un de mes mentors un jour qui m'expliquait que un des éléments qui arrête peut-être les gens à faire ce choix-là, c'est de redescendre l'échelle. Parce que quand tu es en haut et que tu animes Flash, tu as un statut, tu as des acquis, tu as une réputation, c'est confortable. Mais un peu redescendre l'échelle, c'est qu'on va recommencer un projet à zéro, parce qu'on a moins d'acquis, les gens ne nous connaissent pas pour cela. Je trouve que les gens ne se donnent pas cette permission-là peut-être de dire « Hey, j'ai une vie à vivre et je vais l'essayer, ce truc-là. » Oui. Non, tu as raison, parce que le jour où moi, j'imagine, je te jure, à un moment donné, je m'en promène en auto, ma face est partout, puis là, je regarde un poster, puis là, je vais le dire, de Pulse News, il y avait un gars qui animait avec une Asiatique là, à Montréal, puis je fais comme, « Hey, je vais-tu avoir l'air de ça, moi, d'une couple d'années? » Cette photo-là ne me tentait pas. Comme je te dis, ça part de petit, j'aime ça, créer, moi. Hey, là, je faisais comme, ben non, j'étouffe, tu sais. Puis, j'ai compris un jour, moi, avant, je jugeais ça, par contre. Je disais, ben, comment tu peux faire ça? Non. J'ai travaillé à Contrecœur, une usine qui s'appelle la Stelco. C'est là que j'ai créé mon personnage de garagiste. En été, j'avais un job d'étudiant, puis tout ça. Et j'avais travaillé l'été. Moi, je suis créatif sans arrêt. Tu sais, c'était pas en tout. J'allais là parce que c'était 4 fois le salaire minimum. Tu sais. Alors, j'étais là avec eux, je travaillais, puis les gars, moi, je les regardais, puis je travaillais de nuit, puis je me disais, Kim, comment il fait? J'avais toujours un papier, et là, je prenais des notes. Hey, regarde ce personnage-là, c'est spécial. Et eux, ils me regardaient, puis ils disaient, ouais, on est bien bizarre, toi. J'étais là, je les observais. Jusqu'à ce qu'un jour, on me mette dehors, puis j'avais envie d'être dehors parce que je pouvais plus rien savoir. Et je suis resté en me disant, ah, il y en a qui passent leur vie là. Et un jour, Radio-Canada ont une émission où ils ramènent des gens dans quelque chose qu'ils ont vécu. Alors, on m'invite à cette émission-là, à Radcan, et je me retrouve, quelque chose comme 15 ans plus tard, à la Stelco. Je suis retourné là, j'ai vu des gars, je travaillais ça moi, quand t'étais là, puis là, j'étais là. Mais le bonheur qu'ils avaient, je ne peux pas juger ça. Parce que le plus important, c'est d'être heureux. Moi, j'ai envie de faire plein de changements. Eux autres, non. S'ils sont heureux là-dedans. Exact. Je pense pas, on n'est pas dans le gourou là, de dire il faut que ça soit comme ça. Mais si les gens ont envie de ce qu'on appelle se réinventer ou de repartir, descendre la pente, puis de repartir à zéro, il faut qu'ils le sentent aussi. Ça dit tout. Et la dernière fois qu'on a fait une entrevue ensemble aussi, tu m'as parlé d'un concept, j'avais jamais entendu parler de ce concept-là. C'est la première fois que j'entendais cette façon-là de voir la vie, c'est la dépassion. Ouais. Donc, on a des gens, oui, carburent à passion. Il y a des gens qui sont heureux dans leur emploi, parfait. Mais on a aussi une grande partie de la population qui, eux autres, sont beaucoup dans la dépassion. Exact. Tu te rappelles-tu de je me ta rappelle position là-dessus? Exact. J'aimerais si tu m'amènes un peu là-dessus. Oui. Peut-être les gens, s'ils sont là-dedans présentement aussi, c'est comme... Encore une fois, c'est pas du gouroutisme, c'est de dire, pense à ça un peu aussi. Si tu te mettais à faire des choses qui te font peut-être un peu plus vibrer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de perdre... Tu sais, on peut, parce que je faisais le parallèle quand j'avais évoqué ça, parce que j'avais pas lu ça nulle part, puis comme je parlais beaucoup de passion, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas penser que la dépassion existerait? Parce qu'on parle beaucoup de dépression. Hein? Mais je disais que la passion, la dépassion, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement une maladie ou un problème de santé. Mais ça pourrait peut-être le devenir avant une dépression. Parce que je pense qu'on suit les lumières pourrait rester allumé. La dépassion, c'est de ne pas s'accrocher à quelque chose qui nous allume, mais il faut qu'au départ, tu aies une croyance à ce que tu veux réaliser. Il faut que tu aies une... Hey, j'ai rencontré du monde pendant que je faisais des conférences, là. Puis il y a des gens qui disaient « Ouais, mais comment on fait? » Tu sais, les gens partaient de tellement loin. Moi aussi, je veux vivre mes rêves. Tu faisais comme, oh, attends une minute. Est-ce que tu as bien saisi ce que tu as envie? Est-ce que... Puis ça, c'est une affaire que j'ai réalisée aussi. Il faut que le rêve, ce soit le tien. Il y a tellement... On vit beaucoup par procuration, des rêves empruntés. Vivre le rêve d'un autre. Ah, il y a tellement de monde. Moi, c'est vrai, je reviens souvent sur des écoles, j'allais, puis jeune. Ah, moi, j'aimerais ça, mon rêve d'être une vedette. Oui, mais c'est quoi une vedette? Ah, moi, j'étais tout jeune. Un des rêves que j'avais, c'était de faire de la radio. Ça, c'était un des premiers rêves que j'avais. Mais je me rappelle, à un moment donné,
on me dit... non, mais j'écoutais la radio à l'époque, quand j'étais tout jeune. Puis j'entendais, venez faire un tour, on te parlait. Je me disais, oui, mais c'est pas ça que je veux, moi, là. Je disais, moi, je veux faire de la radio, mais tu me dis pas, viens, puis tu vas parler, puis tu fileras pas. Ouais. Il faut que tu files. Faire de la radio, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu fais à la radio? C'est ça l'affaire. Tu sais, je vais être une vedette. Tu fais quoi comme vedette? Ouais. Tu sais, la nuance est là. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui t'allume. Il faut que tu saches, ou évidemment, on dit toujours, il faut que tu saches qui tu es. Puis oui, mais qui tu es, c'est qui tu es, puis quels sont tes rêves un peu inassouvis, donc de l'enfance, de choses que tu as toujours eu envie de faire. Parce que c'est ça qui est le plus difficile. C'est de dire, qu'est-ce qui m'allume? Ça me fait penser, le livre que tu as écrit, Le temps qui nous presse, est-ce que c'était un peu autobiographique dans le sens que tu avais l'impression que tu as toujours été pressé aussi? Parce que j'ai l'impression que même si ce livre-là est sorti en 2012, je crois, 2013, c'est encore actuel aujourd'hui. Les gens sont bousculés, bombardés, sont distraits constamment. Ouais. Et il y avait un message puissant dans ce livre-là qui est encore tout aussi actuel, je trouve, aujourd'hui. Oui, mais j'avais trouvé un sous-titre qui, à la rigueur, pour en être le premier, qui était « Ralentir pour mieux ressentir ». Dans le sens où j'ai été toujours dans une vie folle, tu sais, vraiment folle, et j'ai toujours été un hyperactif. Puis ma théorie, c'était qu'à l'ère de la technologie, et comme c'est rendu complètement fou, puis je disais ça, et ça ne l'est pas moins. Donc, c'est quoi? Ben, on s'adapte. Puis pour s'adapter, ben, ma théorie, c'était de faire un peu comme les alcooliques anonymes qui disent « Hey, on va vivre un jour à la fois ». Alors, c'est un peu ça, l'espèce de solution qu'on a à se dire. On ne changera rien. Qu'est-ce qu'on est capable de changer? C'est un peu notre façon de faire, notre quotidien, puis de dire « OK, je vais prendre le temps de m'arrêter ». Mais aujourd'hui encore, tu te promènes en auto, la technologie fait que... Là, on parle de sécurité au volant et d'inattention. Hein? Les statistiques disent que si tu quittes la route pendant 5 secondes, c'est comme si tu traversais un terrain de football les yeux fermés, parce que c'est une... Wow. Mettons, tu roules à 100 km/h. Vraiment, hein? Écoute, et bon, évidemment, moi, ma théorie, c'est de dire que si en plus il y a des cheerleaders, donc tu vas être encore plus... tu vas encore plus... On les salue, d'ailleurs. Oui, tu vas encore plus perdre ton attention. Mais en fait, je déconne parce que je me dis, on réalise aujourd'hui qu'on a à s'adapter à comment on est. L'être humain a toujours été comme il est. Envie de vivre, envie d'avancer, ne pas perdre de temps. On a toujours été comme ça. On est juste favorisé par la technologie. Mais ça reste que il faut ralentir pour ressentir, parce que sinon, on va juste à l'essentiel. On est engourdi, on avance, exact. On avance, on est constamment engourdi, il n'y a plus rien qui nous satisfait. C'est l'éternelle insatisfaction. On est dans le plus, toujours plus, mais finalement, on ne prend pas le temps de... être dans ce moment-là. Est-ce que pour toi, l'opération Enfant Soleil, on en a parlé tantôt, est-ce que c'était aussi un moment pour toi où tu étais obligé de t'arrêter? Je sais qu'il y a la cause, il y a tout ce que tu fais pour les enfants, on s'entend, mais est-ce que c'était un moment de ton année où tu disais, là, j'arrête, tout arrête, je retombe à l'essentiel? C'est-à-dire que oui, c'est un moment, mais aujourd'hui, c'est à l'année. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, je suis en contact tout le temps avec des familles. Mes entrevues se préparent longtemps d'avance. Mais là où ça joue, ou là où ça a un sens, c'est qu'à travers la course que j'ai toujours eue, et la course qui était encore plus effrénée parce que je n'avais pas pris cette conscience-là, j'avais l'impression que je manquais de respect envers la vie en étant pressé devant des gens qui, eux, ont juste l'air de dire « Moi, il m'en reste tant à vivre, là. Puis toi, tu passes à côté de moi comme si... » J'avais l'impression qu'il y avait un manque de respect. Et aujourd'hui, ça, c'était à l'origine, pas mal dans mes premières années, en 27 ans. Mais actuellement, là, je suis en béquille parce que j'ai eu un accident de hockey. Et je fais... Puis sais-tu ce que ça m'aide, Enfant Soleil? Ça m'aide à dire, « Hey, je vois-tu me plaindre, moi? » Sais-tu pourquoi? Parce que Pierre-Olivier Provencher, qui a eu 10, je pense, chirurgies cardiaques quand il était enfant à la naissance, là, il a encore eu des problèmes. Et avant hier, il a mis sur Facebook, enfin, ils ont enlevé un plâtre. Ça faisait 1 an ou quelque chose comme ça. Moi, en béquille, vas-tu me plaindre? Ce que Enfant Soleil fait, c'est que comme j'y suis quotidiennement, il me ramène toujours à ralentir pour mieux comprendre, ralentir pour mieux saisir le vrai sens. La fragilité de la vie, je pense que je suis un petit peu plus conscient que d'autres.
par mon bénévolat. C'est important d'avoir cette conscience-là. Sans faire la morale à la personne, c'est pas l'impression qu'on manque de perspective. Justement, des fois, on passe une journée, 2 journées, une semaine à chialer sur un truc, alors qu'en fait, lorsqu'on est dans cet environnement-là, on apprend rapidement qu'il y a la fragilité de la vie, il y a l'essence de la vie. On dirait que les gens, justement, ils ont des œillères et regardent souvent que leurs petits problèmes. Ouais. Quoique, un problème, c'est un problème. Ouais. Mais est-ce que tu dénotes ça, des fois, ce manque de perspective-là? Non, je ne fais que voir ça. Ouais. Je ne fais que voir ça. Avant d'avoir mon accident, là, ces derniers jours, qui est banal, là, en fait, là, il y a une maman que j'ai rencontrée, en 27 ans, j'en ai vu du monde, OK? Il y a une maman qui m'écrit, puis j'ai des contacts tout le temps. Alors, Guylaine, je ne mets pas son nom de famille, m'écrit, puis elle me dit, puis là, elle était rendue, elle travaillait à Shefferville, puis elle était partout. Puis là, à un moment donné, elle m'écrit, je suis rendue en Estrie, pas loin de toi, puis tout ça. Tu sais, elle m'écrit parce que je l'avais rencontrée parce qu'elle avait des enfants qui avaient des problèmes de santé. Et là, elle m'écrit, elle dit, la vie m'a envoyé un signal, j'ai 45 ans, puis là, j'ai appris que j'avais un cancer de ça, un cancer de ça, un cancer de ça. Et elle m'écrit, mais je suis reconnaissante envers la vie. Hey, elle m'écrit ça. Le lendemain, je me blesse. Moi qui joue dans 3 équipes de hockey, j'ai joué plus que plein de monde dans ma vie. Je vais-tu me plaindre? Tu sais, c'est plate, là. Mais là, je fais comme, attends, là. Est-ce que je dois être reconnaissant? Tu sais, quand on était petit, en fait, il y a longtemps, même bien avant moi aussi, tu sais, la croyance, la religion, ce que ça faisait, ça avait quand même quelque chose de bien. Il y avait cette espèce de merci de la vie. Hein? Il y avait cette espèce de, hey, j'apprécie que. On n'a plus ça aujourd'hui. Je vais apprécier, je vais mettre à mon agenda, je vais apprécier. Hey, j'ai peut-être, la semaine prochaine, j'ai peut-être du temps pour apprécier la vie. Là, j'ai pas le temps. Non. Je sais que je déconne, puis qu'on rit, puis qu'on va passer à d'autres choses. Mais souvent, moi, c'est Enfant Soleil, mais les gens ont une chance d'arrêter dans la vie. C'est quand il y a de la mortalité. Hey, là, ils sont chanceux, sont capables de s'arrêter et de dire « Hey, ça va bien trop vite, hein? Hey, c'est vrai, hein? Il faut profiter de la vie, hein? Bon, on va y aller, là. OK, ils sont où les sandwichs, là? On va parfait. OK, on va manger. Fini. Fini. Et la conscience sociale est toujours élevée après un décès, une tragédie. On regarde, par exemple, hashtag Je suis Paris, hashtag Boston Strong. Et c'est très fort pendant 1 mois, 5 semaines. Exact. Tout le monde est dans la gratitude, tout le monde est dans la reconnaissance, dans cette essence-là. Puis après ensuite, on oublie que, hey, on l'a activé en étant conscient de la beauté de la vie. Et là, par la suite, on passe à un autre appel. Ouais. On oublie peut-être de ralentir pour ressentir. Exact. Peut-être. Mais, je pense que ce qu'il faut, c'est de se trouver un quelque chose qui va nous le rappeler quotidiennement. Ça, c'est très important. Est-ce que tu as quelque chose que Opération Bien, Enfant Soleil, Opération Enfant Soleil est est vraiment ma base. Puis comme je te dis, je veux dire, c'est quotidien, c'est tout le temps. Là, je suis en train de préparer le prochain Téléthon. J'ai 11 entrevues, sinon 12 entrevues à faire en direct. Alors, je fais ça. Je suis porte-parole de vente de billets pour la maison Enfant Soleil. Alors, je dis, écoute, je suis là-dedans tout le temps. Je fais. Puis encore dernièrement, il y a un de mes chums, il dit, ouais, ça te paye combien? Non, ça fait 27 ans que j'ai 0 open bar. Mais, souvent, je suis rentré travailler, je travaillais à la télévision. Les dernières années, j'étais à Québec. Pendant 4 ans, j'étais là. Puis je disais à toute l'équipe technique, je revenais d'un événement d'Enfant Soleil, là, puis je disais, c'est ma job préférée. L'autre, elle me payait, elle me donnait rien. Mais c'est elle qui me rapportait le plus. On dit toujours qui aide qui. Dans le sens, les gens, quand on fait quelque chose comme ça, sont toujours en train de nous remercier. Merci pour ce que vous faites. Merci. Mais en même temps, ils n'ont aucune idée comment est-ce que quand tu côtoies ce genre d'énergie-là, de réalité-là, non. Comme tu dis, là, ça t'apporte tellement, toi aussi, de le faire. Moi, je suis en béquille, là, je m'en venais ici tantôt, là, puis là, je marchais, là, puis je ne suis pas très bon en béquille. D'ailleurs, la pharmacienne me dit, pas comme ça, hein, puis je les ai pas arrangés comme il faut. Un pas bon gars de béquille. Et je voyais une famille super gentille, là. Et là, il me dépassait, là, il m'accrochait quasiment, et je souriais. Combien de fois j'ai fait ça, moi? Tu sais, de me dépêcher quelqu'un. Qu'est-ce que ça me fait? Bien là, ça me ramène juste à dire, wow, il faut que j'aie plus de compassion, d'empathie. Puis Dieu sait si j'en ai beaucoup. Non. Je suis encore capable d'en avoir plus. De reconnaissance de la vie. Très profond. Merci beaucoup pour ce partage-là. Tu es sur Sinatra depuis maintenant 2 ans, un peu plus à peu près, là, dans 2016. Ta chanson préférée de Frank Sinatra? J'en ai une? Ouais, c'est sûr que Fly Me to the Moon est une magnifique chanson. On a-tu un petit extrait ici? Ou? Ben oui. Fly me to the moon, let me play among those stars. Let me see what spring is like on the Jupiter and Mars.
C'est pas difficile. C'est la chanson préférée à un de mes amis qui est décédé. Tu me disais tantôt, Jean-Guy, pour les gens qui ne connaissent pas en Europe, là, maintenant, tu es dans ce spectacle-là de Sinatra. Et une chose qu'on te demande souvent, constamment, c'est ce personnage-là qui a été un pan de mur du monde d'humour au Québec. Tu es connu pour ça. Qui est cette caricature-là du garagiste qui prodigue des conseils, mais finalement, les gens ne savent pas trop s'il faut qu'ils fassent confiance, puis ils parlent tellement vite, tu n'as aucune idée de ce qu'il vient de dire. Exact. Mais en même temps, ça rejoint un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire que les gens sont pressés, puis « Hey, c'est ton rare, là, toi, là, c'est parce que je vais en parce que là, j'ai des pignons en haut du diff, c'est un rare, c'est un Chrysler, là. Ils sont pas à la pièce, c'est un bleu, puis les bleus sont tous d'accord là, peut-être un verre là-dedans, le miroir au bout de 2 semaines. Tu vas te dire, comment ça qui marche pas? Là, je ne pourrais pas te donner en rire, tu vas te mettre dans la rue du Sud, fait que ça va être 250$. Alors là-dedans, il y a toute une base de t'es devant ton garagiste, tu comprends pas, puis tout. Et ça, c'est universel. J'ai vu, quand j'ai créé ça en 86, que c'était universel parce qu'on faisait un spectacle dans le bas du fleuve et partout, les gens du Québec venaient durant l'été, puis les gens « Hey, c'est moi, t'es venu dans mon coin, t'es venu... » Tout le monde a eu un garagiste. J'ai vu. Mais je dirais que c'est partout. Parce que même en France, je sais que c'est un trait, ça aussi, des garagistes, que tu comprends. Ils parlent avec des sons, ils parlent avec... Mais toi, au bout de la ligne, tu fais comme comment ça va me coûter? Il y a ça. Les gens en Europe, je suis curieux de savoir s'il y a des garagistes comme ça à Paris, dans les villes francophones. Laissez-nous dans les commentaires. On va mettre le sous-titre de tout ce qu'il vient de dire. Oui, et je t'invite à l'écrire. Oui, même si moi, je peux le décoder, on va voir, c'est encore drôle. Il y aura un test là-dessus. Donc là, pour les prochaines années, c'est le spectacle, nouveau spectacle. Vous tournez dans les prochains mois. Vous allez être en spectacle c'est ça. De Frank Sinatra à Michael Bublé avec Alain Dumas. C'est le spectacle que je présente. Je le présente en 3 façons. J'ai avec un big band qui s'appelle Bloc Note, qui est extraordinaire. Alors, on le fait avec 14 musiciens. Et sinon, j'ai une version avec 3 musiciens. Alors, le même type de choses en trio. Et j'ai eu aussi quand même pas mal de demandes pour du piano-voix. Alors, je fais du piano-voix également. Et c'est ça. Alors, sinon, je vais tourner avec ça. Et puis, toujours à l'affût de projets et autres choses qui pourraient se pointer. Bref, continuer de vivre avec la lumière qui est en dedans. Ouais. Et les gens qui voudraient te suivre ou avoir des dates de spectacle, est-ce que c'est un média social de prédilection? AlainDumas.ca. AlainDumas.ca. C'est le plus simple. Alors, toutes les coordonnées sont là-dessus. Vous pourrez y aller voir. Ouais. Alors, merci énormément, merci, mon Alain, d'avoir pris le temps de ralentir pour venir ressentir. Oui, avec vous autres. Toujours des propos empreints de sagesse et de passion. Alors, j'espère que vous avez retrouvé autant de valeur que moi, j'en ai eu à Massy Rencontre une fois avec Alain Dumas. Je ne peux que vous recommander fortement de le suivre si vous aimez lire Le temps qui nous presse, un excellent livre. Et si vous êtes dans la région de Québec, et peut-être un jour, pourquoi pas, Paris pour un spectacle. J'adore. Si on a des producteurs de spectacles qui veulent avoir de Frank Sinatra à Michael Bublé, vous savez où rejoindre maintenant, alaindumas.ca. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'École du succès. Au revoir tout le monde.